Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait Orgueil et Préjugés, épisode numéro 9. Et c'est notre dernier épisode sur cette œuvre, puisque oui, ce soir, nous terminons la lecture du roman. Et oui, rien que ça, rien que ça. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ce soir, du coup, on termine. On va faire chapitre 56-57, une pause, 58-59, une pause et 60-61 pour terminer. Voili, voilou. Bonsoir à ceux qui sont là au live. Bonsoir Algo, bonsoir Sarah Drew. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous croiser. Vous mettez l'ambiance dans le chat, ça régale, ça régale. Et ça fait du bien de voir des gens, de parler à des gens, tout ça. Donc bienvenue, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez toutes les deux bien. Je meurs de chaud, mais de type vénère. Je sais que j'ai tendance à dire ça à quasiment tous les lives, notamment en période estivale, hein, forcément. Je vais pas vous mentir que là, ça m'a pris un peu par surprise. Je m'attendais pas à ce que aujourd'hui il fasse si chaud. Et comment vous dire que là, si je pouvais, j'ai vraiment hésité sincèrement, genre vraiment avant le live, là, 10 secondes avant le live, j'étais vraiment en train de me dire, est-ce que je remets mon t-shirt? Et depuis que je l'ai mis, je suis en train de, bah, tout simplement de fondre sur place. Donc voilà, hein, on va faire avec les conditions du direct, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué, donc j'espère que je vais réussir à rester focus et à faire une lecture à peu près correcte. Bien, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on arrive à la fin d'une lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire fin de lecture? Ça veut dire début de nouvelle lecture. Et je dis bien nouvelle lecture au pluriel, puisque ça y est, j'ai pris cette décision que on allait mettre en place des lectures simultanées, qu'on allait essayer de passer de une lecture en cours à deux lectures en cours sur la chaîne Planétéo. Comment je vois la chose, comment j'imagine les semaines qui se profilent, je vous en dis plus tout de suite. Alors, la semaine prochaine, nous commencerons mardi et vendredi une lecture, et ça sera, je pense, à 90% certain de moi, ça sera un personne et 100 000, écrit par Luigi Pirandello. J'ai beaucoup hésité sur lequel j'allais lire le mardi, le vendredi, le dimanche, celui que j'allais lire plus au final et celui que j'allais lire un petit peu moins en bonus le week-end. Il me semble que Luigi Pirandello c'est pas mal à faire mardi et vendredi et à faire une lecture un peu suivie, étant donné que ça fait quand même 268 pages. Euh, Étant donné que j'ai relu des notes un peu sur ses œuvres. J'ai regardé rapidement quelques pages et je me suis dit, tiens, Luigi Pirandello, il m'avait pas tapé dans l'œil pour rien. C'est pas pour rien que j'avais acheté ce bouquin. Parce que juste à la lecture des titres de chapitres, ça me donne grave envie. Et à la lecture de la première page, ça me donne grave envie. J'ai l'impression que c'est trop ma came et que ça va être un peu un ovni caché comme ça. J'ai l'impression que ça a l'air vraiment bon. Pour vous donner un petit teaser, peut-être que vous, ça vous plaira pas du tout, mais au moins vous verrez un peu où on met les pieds. Le texte se décompose en plusieurs livres. Livre 1, chapitre 1, Ma femme et mon nez. Chapitre 2, Et votre nez. Chapitre 3, Belle manière d'être seul. Chapitre 4, Comment je voulais être seul. Chapitre 5, Poursuite de l'étranger. Chapitre 6, Enfin. Chapitre 7, Un souffle d'air. Chapitre 8, Et alors. Livre 2, chapitre 1, Il y a moi et il y a vous. Chapitre 2, Et après. Chapitre 3, Vous permettez. Chapitre 4, Encore pardon. Chapitre 5, Interprétation de soi. Bref, j'adore les titres. J'adore les titres de ces chapitres. Et la lecture d'une page m'a donné très envie. Je peux vous lire un tout petit extrait éventuellement. Allez, un tout petit extrait de la quatrième de couverture. Peut-être reconnaissez-vous aussi à présent qu'il y a une minute vous étiez un autre. Mais oui, pensez-y bien. Une minute avant que ne se produise le fait qui vous occupe, vous étiez non seulement un autre, mais aussi 100 autres, 100 000 autres. Et il n'y a pas lieu d'en être surpris.
Êtes-vous bien sûr que vous serez demain celui que vous affirmez être aujourd'hui? C'est exactement le genre de délire que je peux kiffer. Donc ça me donne extrêmement envie. Voilà. C'est pourquoi mon choix s'est fixé quasiment à coup sûr sur le fait que les mardis et les vendredis 21 h, donc les créneaux classiques de mes lectures si je puis dire, seront dédiés à la lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Ça a l'air un peu beaucoup perché mais bien, nous dit Sarah Drew. Je suis d'accord. Moi, franchement, ça me botte de fou. Et après, bah pareil, j'aime pas dire ce genre de choses parce que ça fait genre que je me compare à des auteurs illustres, si je peux dire. Mais ce que j'ai adoré aussi, ce qui m'a beaucoup parlé en fait, surtout, c'est que je me suis reconnu dans son écriture. Je me suis dit, il a trop une manière d'écrire qui ressemble à ma manière d'écrire dans certains aspects. Et ça m'a fait penser à mon premier livre triptyque et à mon deuxième livre que je suis en train d'écrire, Pérégrination et lettres infinies. Il y a vraiment des choses où je me suis dit, punaise, c'est vraiment ma manière d'écrire, quoi. Ça m'a même troublé un peu. Donc non, j'aime beaucoup, je suis très curieux de découvrir en tout cas. Ensuite, le dimanche, on va pas commencer la deuxième lecture simultanée tout de suite. Puisque dimanche, je vous l'annonce, la semaine prochaine, ça sera ma bibliothèque à partir de la lettre C. Donc voilà, j'ai déjà fait ce concept-là il y a quelques semaines maintenant, avec la lettre A et B. Je vais faire la lettre C jusqu'à à peu près 2 heures d'émission, je pense. Donc si ça nous amène à la lettre D, ça sera comme ça. Si ça nous amène à la lettre Z, ce qui m'étonnerait fortement, bah tant pis, ça sera le format. On verra bien. En tout cas, je suis impatient de refaire ce format-là, j'ai beaucoup apprécié. De simplement vous prendre avec moi pour se balader dans ma bibliothèque et vous dire un petit peu, bon bah ça j'en ai pensé ci, ça j'en ai pensé ça je trouve que c'est bien parce que ceci, ça je trouve que c'est moins bien parce que cela, ça m'a parlé, ça m'a pas parlé. Vous lire des petits extraits aussi, j'ai vu que certains d'entre vous, ça vous avait intéressé que je lise des petits extraits. Du coup, j'essaie de prendre en note. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus lors de l'émission ou en commentaire sur la rediffusion de la première émission ou n'importe où en fait. Bref. Mais dites-moi si vous pensez que ça peut vous intéresser. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être s'appesantir à vous lire un peu plus d'extraits. Je vous avais lu que 2 extraits. Je vous avais lu un extrait de 99, non, de L'amour dure 3 ans de Bec BD. Et je vous avais lu un extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud. Je vous avais lu juste 1 ou 2 pages comme ça. Et c'est vrai qu'apparemment, en tout cas, j'ai eu un commentaire sur la rediffusion de la première émission qui me disait que c'était cool d'avoir des extraits. Et je me pose la question de est-ce que je ritualise, pas, c'est pas le bon terme, mais est-ce que je systématise le fait de vous lire des extraits? Est-ce que à chaque bouquin que je sors de ma bibliothèque pour en parler, je vous lis une petite page? Ça peut être quelque chose. À vous de me dire aussi si c'est trop lourd, si c'est trop chiant, ou si au contraire ça vous va bien. Qu'est-ce que j'allais dire également? Oui, pour répondre à Algo, qu'est-ce qu'il y aurait en Z? Il y aurait Zola, il y aurait... il pourrait y avoir Zweig, en effet. Je n'ai pas encore lu de Stefan Zweig, donc il n'y aura pas de Zweig dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque en Z, on a Zola, on a Zavad Kapigo, forcément, Mirani, mon meilleur ami. Et on a Zelazny, Roger Zelazny, mon auteur favori. Donc en Z, on a du beau monde. On a du beau monde. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pour le moment en Z. Bref, donc ça sera la semaine prochaine. Mais, je vous ai parlé de 2 lectures. À partir de la semaine d'après, tandis que nous continuerons Luigi Pirandello le mardi et le vendredi à 21 h, nous ajouterons le dimanche en après-midi, je pense. Je suis pas encore sûr du créneau que je vais faire et je sais même pas si ce sera un créneau fixe en fait. Mais nous ajouterons vraisemblablement le dimanche vers 15 h ou un truc comme ça, je sais pas trop. Ou dimanche 13 h, dimanche 14 h, dimanche début d'après-midi, je pense, milieu d'après-midi, un truc comme ça. Un autre créneau, et là je me tâte. Vous pouvez essayer de faire pencher la balance, mais je pense avoir déjà mon idée quand même. Soit les contes nocturnes d'Hoffmann,
soit Poésies et autres textes de Mallarmé. Je vous explique pourquoi je pense avoir déjà mon idée. C'est que Mallarmé, c'est de la poésie. Et du coup, c'est pas dur de raccorder les wagons d'une histoire, etc. Donc, de ce fait, je me dis que si on lit de la poésie le dimanche après-midi, même s'il se passe une semaine entre deux lectures, je serais pas perdu, je serais pas déboussolé à me dire mince, qu'est-ce que j'étais en train de raconter, qu'est-ce qui était en train de se passer. Chose que ça m'a un peu fait avec Orgueil et Préjugés, par exemple, la semaine passée quand j'ai passé le live du vendredi. Donc je me dis, voilà, si je fais des gros gaps comme ça, je risque de vraiment oublier ce qui se passe. Et ça risque de dégrader un peu la lecture. Donc voilà, je m'étais dit, le dimanche, un truc peut-être un peu plus léger, un petit peu plus facile à découper en petits morceaux. Et donc la poésie de Mallarmé, ça me semblait assez indiqué. Donc voilà, peut-être que le dimanche, peut-être que la deuxième lecture de la semaine serait réservée à de la poésie, à des pièces de théâtre, à des textes philosophiques, en tout cas à des œuvres plus faciles à découper qu'un roman. Qu'un roman ou qu'un recueil de nouvelles, comme Contes nocturnes d'Hoffmann, où les nouvelles font quand même un sacré nombre de pages, si je ne m'abuse. Attendez, je regarde ça vite fait dans le sommaire. Ouais, on est sur du 40 pages, au moins 60 pages. Ça dépend lesquelles, mais ouais. Disons que ça devient un peu plus long, et que parfois je sais pas si je vais savoir faire la lecture d'une nouvelle en un live. Donc encore une fois, s'il y a ce décalage d'une semaine, je risque de pas mal oublier. Et moi, ma grosse hantise à entamer deux lectures simultanées, c'est de mélanger les histoires. Donc si je fais des choses un peu trop proches les unes des autres, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on parte d'abord sur les poésies de Mallarmé, qu'on ne termine certainement pas les poésies de Mallarmé aussi rapidement que Luigi Pirandello, et que donc lorsqu'on aura terminé Luigi Pirandello, ça sera les contes nocturnes d'Hoffmann qui prendront le relais le mardi et le vendredi. Comme ça, vous êtes au courant sur une longue période, a priori, de ce qui va se passer dans les lives de lecture, puisque ça devrait déjà nous prendre quelques mois, je pense, de faire tout ça. Voili voilou. Sachant aussi que quand j'ai fait du tri chez ma maman dans les bouquins, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai retrouvé un bouquin illustré, mais apparemment texte intégral, qui est L'île mystérieuse de Jules Verne. Ça va être compliqué de vous faire la lecture en live parce que c'est un bouquin comme ça, donc je pense que ça va être l'enfer à manipuler. Mais en même temps, je me dis que ce serait l'occasion. Donc peut-être que l'île mystérieuse de Jules Verne rejoindra en quelque sorte la liste d'attente qui est sur mon étagère derrière, avec du coup l'Odyssée d'Homère, Don Quichotte tome 2 et Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac que j'aimerais bien faire, ouais. Enfin voilà. Et du coup, bonsoir Sergent Dac. Comment tu vas? Comment tu vas? Du coup, si tu as peur de mélanger la poésie ou des petites nouvelles, c'est plutôt une bonne idée. Merci Sarah Drew, merci. Ouais, c'est un peu la frayeur que j'ai, mais je pense que comme ça, on s'en sort pas mal. Je pense que je commence à savoir m'organiser dans mon esprit. L'Odyssée, je vote pour, mais une version traduite en vers. Bah, il me semble qu'elle est en vers, je sais plus. Je sais plus parce que je vous ai déjà lu l'Odyssée, je vous ai déjà lu l'Iliade du coup, mais je crois qu'elle est en vers, hein. Je sais plus. Je ne sais plus, je dois l'avouer. Et puis là, j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher, je crois, hein. Ouais, l'Odyssée, c'est sûrement pas facile, je pense. L'Iliade, ça avait été agréable à découvrir, mais ça avait été un dur labeur. Ça nous avait pris plusieurs mois, je crois, pas loin d'une quinzaine de lives. C'était costaud. C'était très costaud. Quoique, apparemment, l'Iliade serait. Enfin, l'Odyssée serait un peu moins difficile que l'Iliade, je crois. Il me semble. Bien, je vous invite à vous installer, à prendre à manger et à boire, les amis, avec à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Et bien sûr, agréable soirée, agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Je sais qu'il y a des versions en prose, mais elles m'attirent moins comme ça. Je t'avoue que je ne saurais pas te dire, Sarah Drew. Éventuellement,
Éventuellement, je te ferai un message en privé si j'y pense après le live, parce que là, j'ai la flemme de me lever avec la chaleur. Vraiment, j'ai envie de faire le moins de mouvements possible. Euh, et après, sinon, par contre, bien sûr, euh, il y a l'Iliade déjà disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à acheter un œil en fait. Genre, je déteste ce genre de truc, mais bon, bref. Je déteste de. Hey! Hey! M'as-tu vu? Bref. Sur ce, allons-y pour la suite et fin d'Orgueil et Préjugés. On était en train de partir vraiment sur un happy end de ouf. Lydia qui se marie avec Wickham et c'est l'amour et c'est tout ça. Jane qui se rabiboche avec Bingley et c'est l'amour et c'est le mariage et c'est tout ça. Est-ce que ça va se finir de la même manière pour Mr. Darcy et Elizabeth Bennet? Je mets une pièce dessus que oui, mais nous verrons bien. Et j'espère quand même que ça aura de l'intérêt, quoi, que ça sera pas trop obvious, trop évident et trop fleur bleue en mode ah, il faut qu'ils finissent ensemble. Donc j'espère que ça va quand même réussir à me plaire et à m'étonner sur cette fin. J'en attends beaucoup, Jane Austen. Voilà, voilou. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute Sarah Drew, bonne écoute Algo, bonne écoute Dak, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause de ce soir. Et je n'ai ni cousin ni oncle au Québec, Algo. Mais du coup, je suis curieux de savoir quel est le streamer qui me ressemble un peu. N'hésite pas à nous partager ça. Bien, on est y part. Hop. Chapitre 56. Une semaine environ après les fiançailles de Jane, comme les dames étaient réunies un matin dans la salle à manger en compagnie de Bingley, leur attention fut éveillée soudain par le bruit d'une voiture, et elles aperçurent une chaise de poste à 4 chevaux qui contournait la pelouse. L'heure était vraiment matinale pour une visite d'amis, et d'ailleurs ni l'équipage ni la livrée du cocher ne leur étaient connus. Cependant, comme il était certain que quelqu'un allait se présenter, Bingley eut au fait de décider Jane à l'accompagner dans le petit bois pour fuir l'intrus. Mrs. Bennet et ses autres filles se perdaient en conjectures lorsque la porte s'ouvrit et livra passage à Lady Catherine. Elle entra dans la pièce avec un air encore moins gracieux que d'habitude, ne répondit à la révérence d'Élisabeth qu'en inclinant légèrement la tête, et s'assit sans mot dire. Élisabeth l'avait nommée à sa mère après son entrée, bien que sa grâce n'eût pas demandé à être présentée. Mrs. Bennet, stupéfaite, mais flattée de voir chez elle une personne de si haute importance, déploya pour la recevoir toutes les ressources de sa politesse. Après un moment de silence, Lady Catherine dit assez sèchement à Élisabeth « J'espère que vous allez bien, Miss Bennet. Cette dame est votre mère, je suppose. » Élisabeth fit une brève réponse affirmative. « Et voilà sans doute une de vos sœurs. »« Oui, madame, » intervint Mrs. Bennet, ravie de parler à une aussi grande dame. « C'est mon avant-dernière fille. La plus jeune s'est mariée dernièrement, et l'aînée est au jardin avec un jeune homme qui ne tardera pas, je crois, à faire partie de notre famille. »« Votre parc n'est pas bien grand, » reprit Lady Catherine après une courte pause. « Ce n'est rien en comparaison de Rosings, assurément, my lady, mais je vous assure qu'il est beaucoup plus vaste que celui de Sir William Lucas. Cette pièce doit être bien incommode pour les soirs d'été. Elle est en plein couchant. » Mrs. Bennet assura que l'on ne s'y tenait jamais après dîner, puis elle ajouta « Puis-je prendre la liberté de demander à votre grâce si elle a laissé Mr. et Mrs. Collins en bonne santé? »« Oui, ils vont très bien. Je les ai vus avant-hier, au soir. » Élisabeth s'attendait maintenant à ce qu'elle lui remît une lettre de Charlotte, seule raison, semblait-il, qui pût expliquer cette visite. Mais ne voyant aucune lettre venir, elle se sentit de plus en plus intriguée. Mrs. Bennet pria sa grâce d'accepter quelques rafraîchissements, mais Lady Catherine déclara nettement, et sans beaucoup de forme, qu'elle n'avait besoin de rien. Puis, se levant, elle dit à Élisabeth « Miss Bennet, il m'a semblé qu'il y avait un assez joli petit bois de l'autre côté de votre pelouse. J'y ferai volontiers un tour, si vous me faites la faveur de m'accompagner. »« Allez-y, ma chérie, » s'écria Mrs. Bennet, « et montrez à sa grâce les plus jolies allées.
Je suis sûr que l'ermitage lui plaira. » Élisabeth obéit, et, courant chercher son ombrelle dans sa chambre, elle redescendit se mettre à la disposition de la noble visiteuse. Comme elle traversait le hall, lady Catherine ouvrit les portes de la salle à manger et du salon, y jeta un coup d'œil et, après avoir daigné les déclarer convenables, sortit dans le jardin. Toutes deux suivirent en silence l'allée sablée qui conduisait au petit bois. Élisabeth était décidée à ne point se mettre en frais pour une femme qui se montrait, plus encore que d'habitude, insolente et désagréable. Comment ai-je jamais pu trouver que son neveu lui ressemblait ? Se demandait-elle en la regardant. À peine furent-elles entrées dans le bois que lady Catherine entama ainsi la conversation. « Vous ne devez point être surprise, Miss Bennet, de me voir ici. Votre cœur, votre conscience vous ont déjà dit la raison de ma visite. » Élisabeth la regarda avec un étonnement sincère. « En vérité, madame, vous vous trompez. Il m'est absolument impossible de deviner ce qui nous vaut l'honneur de vous voir ici. »« Miss Bennet, répliqua sa grâce d'un ton irrité, vous devez savoir qu'on ne se moque pas de moi. Mais s'il vous plaît de ne pas être franche, Mais s'il vous plaît de ne pas être franche, je ne vous imiterai pas. J'ai toujours été réputée pour ma sincérité et ma franchise, et dans une circonstance aussi grave, je ne m'en départirai certainement pas. Une nouvelle inquiétante m'est parvenue il y a 2 jours. On m'a dit que non seulement votre sœur était sur le point de se marier très avantageusement, mais que vous, Miss Elizabeth Bennet, vous alliez très probablement, peu après, devenir la femme de mon neveu, de mon propre neveu, Mr. Darcy. Bien qu'il s'agisse là, j'en suis sûr, d'un scandaleux mensonge, et que je ne veuille pas faire à mon neveu l'injure d'y ajouter foi, j'ai résolu immédiatement de me transporter ici pour vous faire connaître mes sentiments. » « Puisque vous ne pouvez croire que ce soit vrai, dit Élisabeth, le visage animé par l'étonnement et le dédain, je me demande pourquoi vous vous êtes imposé la fatigue d'un pareil voyage. Quelle peut être l'intention de votre grâce ? C'est d'exiger qu'un démenti formel soit opposé tout de suite à de tels bruits. Votre visite à Longbourn, répliqua froidement Élisabeth, paraîtra plutôt les confirmer, si en effet ils existent réellement. S'ils existent, prétendriez-vous les ignorer ? N'est-ce pas vous et les vôtres qui les avez adroitement mis en circulation ? Ne savez-vous pas qu'ils se répandent partout ? C'est la première nouvelle que j'en ai. Et pouvez-vous m'affirmer de même que ces bruits n'ont aucun fondement ? Je ne prétends pas à la même franchise que votre grâce. Il peut lui arriver de poser des questions auxquelles je n'ai point envie de répondre. Ceci ne peut se supporter. J'insiste, Miss Bennet, pour avoir une réponse. Mon neveu vous a-t-il demandé en mariage ? Votre grâce a déclaré tout à l'heure que la chose était impossible. Assurément, tant qu'il gardera l'usage de sa raison. Mais vos charmes et votre habileté peuvent lui avoir fait oublier, dans un instant de vertige, ce qu'il doit à sa famille et à lui-même. Vous êtes capable de lui avoir fait perdre la tête. Si j'ai fait cela, je serai la dernière personne à l'avouer. Miss Bennet, savez-vous bien qui je suis ? Je n'ai point l'habitude de m'entendre parler sur ce ton. Je suis la plus proche parente que mon neveu ait au monde, et j'ai le droit de connaître ses affaires les plus intimes. Mais non pas les miennes. Et ce n'est pas votre façon d'agir, madame, qui me décidera à en dire davantage. Comprenez-moi bien, cette union, à laquelle vous avez la présomption d'aspirer, ne peut se réaliser, non, jamais. Mr. Darcy est fiancé à ma fille. Et maintenant, qu'avez-vous à dire ? Que s'il en est ainsi, vous n'avez aucune raison de craindre qu'il me demande de l'épouser. Lady Catherine hésita une seconde, puis reprit. L'engagement qui les lie est d'une espèce particulière. Depuis leur tendre enfance, ils ont été destinés l'un à l'autre. Ce mariage était notre vœu le plus cher à sa mère et à moi. Nous projetions de les unir alors qu'ils étaient encore au berceau, et maintenant que ce rêve pourrait s'accomplir, il y serait mis obstacle par une jeune fille de naissance obscure, sans fortune, et complètement étrangère à notre famille. N'avez-vous donc aucun égard pour les désirs des siens, pour son engagement tacite avec Miss de Bourgh ? Avez-vous perdu tout sentiment de délicatesse, tout respect des convenances ? Ne m'avez-vous jamais entendu dire que, dès ses premières années, il était destiné à sa cousine ? Si, on me l'avait même dit avant vous. Mais en quoi cela me regarde-t-il ? Si la seule objection à mon mariage avec votre neveu est le désir qu'avaient sa mère et sa tante de lui voir épouser Miss de Bourgh, elle n'existe pas pour moi. Vous avez fait ce qui était en votre pouvoir en formant ce projet. Son accomplissement ne dépendait pas de vous. Si Mr. Darcy ne se sent lié à sa cousine, ni par l'honneur, ni par l'inclination,
Pourquoi ne pourrait-il faire un autre choix? Et si c'est moi qui suis l'objet de ce choix, pourquoi refuserais-je? Parce que l'honneur, les convenances, la prudence et votre intérêt même vous l'interdisent. Oui, Miss Bennet, votre intérêt. Car n'allez pas vous imaginer que vous serez accueilli par sa famille ou ses amis si vous agissez volontairement contre leurs désirs à tous. Vous serez blâmé, dédaigné et méprisé par tous les gens de sa connaissance. Cette alliance sera considérée comme un déshonneur, et votre nom ne sera même jamais prononcé parmi nous. Voilà en effet de terribles perspectives, répliqua Élisabeth. Mais la femme qui épousera Mr. Darcy trouvera dans ce mariage de telles compensations que, tout compte fait, elle n'aura rien à regretter. Fille volontaire et obstinée, vous me faites honte. Est-ce donc ainsi que vous reconnaissez les bontés que j'ai eues pour vous au printemps dernier? N'avez-vous point de ce fait quelques obligations envers moi? Voyons, asseyons-nous. Il faut que vous compreniez, Miss Bennet, que je suis venue ici absolument déterminée à voir ma volonté s'accomplir. Rien ne peut m'en détourner. Je n'ai pas coutume de céder aux caprices d'autrui. Tout ceci rend la situation de votre grâce plus digne de compassion, mais ne peut avoir aucun effet sur moi. Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ma fille et mon neveu sont faits l'un pour l'autre. Ils descendent du côté maternel de la même noble souche, et du côté paternel de familles anciennes et honorables, quoique non titrées. Leur fortune à tous deux est énorme. Tout le monde dans les deux familles est d'accord pour désirer ce mariage. Et qu'est-ce qui les séparerait? Les prétentions extravagantes d'une jeune personne sans parenté, relation ni fortune? Peut-on supporter chose pareille? Non, cela ne doit pas être, et cela ne sera pas. Si vous aviez le moindre bon sens, vous ne souhaiteriez pas quitter le milieu dans lequel vous avez été élevé. Je ne considère pas que je le quitterais en épousant votre neveu. Mr. Darcy est un gentleman, je suis la fille d'un gentleman. Sur ce point, nous sommes égaux. Parfaitement. Vous êtes la fille d'un gentleman. Mais votre mère, qui est-elle? Et vos oncles et vos tantes? Ne croyez pas que j'ignore leur situation sociale. Quelle que soit ma famille, si votre neveu n'y trouve rien à redire, vous n'avez pas à vous occuper d'elle. Répondez-moi une fois pour toutes. Lui êtes-vous fiancé? Bien qu'Élisabeth n'eût pas voulu, dans le seul dessein d'obliger lady Catherine, répondre à cette question, elle ne put que dire après un instant de réflexion. Non, je ne le suis pas. Lady Catherine parut soulagée. Alors, faites-moi la promesse de ne jamais l'être. Je me refuse absolument à faire une promesse de ce genre. Miss Bennet, je suis stupéfaite et indignée. Je pensais vous trouver plus raisonnable. Vous n'allez pas vous imaginer que je céderai. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu la promesse que je désire. Et moi je ne la donnerai certainement jamais. Ce n'est pas par intimidation que l'on parviendra à me faire faire une chose aussi déraisonnable. Votre grâce désire marier sa fille avec Mr. Darcy? La promesse que vous exigez rendra-t-elle plus probable leur mariage? En supposant que Mr. Darcy m'aime, mon refus le poussera-t-il à reporter sa tendresse sur sa cousine? Permettez-moi de vous dire, lady Catherine, que les arguments par lesquels vous appuyez une démarche si extraordinaire sont aussi vains que la démarche est mal avisée. Vous me connaissez bien mal si vous pensez qu'ils peuvent m'influencer le moins du monde. Jusqu'à quel point Mr. Darcy peut approuver votre ingérence dans ses affaires, je ne saurais le dire. Mais vous n'avez certainement pas le droit de vous occuper des miennes. C'est pourquoi je demande à ne pas être importuné davantage sur ce sujet. Pas si vite, je vous prie. Je n'ai pas fini. À toutes les raisons que j'ai déjà données, j'en ajouterai une autre. Je n'ignore rien de la honteuse aventure de votre plus jeune sœur. Je sais que son mariage avec le jeune homme n'a été qu'un replâtrage qui s'est fait aux frais de votre père et de votre oncle. Et une fille pareille deviendrait la sœur de mon neveu? Il aurait comme beau-frère le fils du régisseur de feu son père? À quoi pensez-vous, grand Dieu? Les ombres des anciens maîtres de Pemberley doivent-elles être à ce point déshonorées? Après cela, vous n'avez certainement rien à ajouter, répliqua Élisabeth amèrement. Il n'est pas une seule insulte que vous m'ayez épargnée. Je vous prie de bien vouloir me laisser retourner chez moi. Tout en parlant, elle se leva. Lady Catherine se leva aussi, et elles se dirigèrent vers la maison. Sa grâce était en grand courroux. C'est bien. Vous refusez de m'obliger. Vous refusez d'obéir à la voix du devoir, de l'honneur, de la reconnaissance. Vous avez juré de perdre mon neveu dans l'estime de tous ses amis et de faire de lui la risée du monde. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne croyez pas, Miss Bennet, que votre ambition puisse triompher. Je suis venu pour essayer de m'entendre avec vous. J'espérais vous trouver plus raisonnable. Mais ne vous trompez pas. Ce que je veux, je saurai l'obtenir. Lady Catherine continua son discours jusqu'à la portière de sa voiture.
Alors, se retournant vivement, elle ajouta « Je ne prends pas congé de vous, Miss Bennet. Je ne vous charge d'aucun compliment pour votre mère. Vous ne méritez pas cette faveur. Je suis outrée. » Élisabeth ne répondit pas et rentra tranquillement dans la maison. Elle entendit la voiture s'éloigner tandis qu'elle montait l'escalier. Sa mère l'attendait, impatiente à la porte du petit salon, et demanda pourquoi Lady Catherine n'était pas revenue pour se reposer. « Elle n'a pas voulu, » répondit la jeune fille. « Elle était pressée de repartir. »« Quelle personne distinguée, et comme c'est aimable à elle de venir nous faire visite. Car je suppose que c'est uniquement pour nous apporter des nouvelles des Collins qu'elle est venue. Elle est sans doute en voyage, et, passant par Meryton, elle aura eu l'idée de s'arrêter pour nous voir. Je suppose qu'elle n'avait rien de particulier à vous dire, Lizzie. » Élisabeth fut forcée de répondre par un léger mensonge, car il était vraiment impossible de faire connaître le véritable sujet de leur conversation. Chapitre 57. Ce ne fut pas sans peine qu'Élisabeth parvint à surmonter le trouble où l'avait plongé cette visite extraordinaire, et son esprit en demeura obsédé durant de longues heures. Lady Catherine avait donc pris, selon toute apparence, la peine de venir de Rosings à seule fin de rompre l'accord qu'elle supposait arrêté entre son neveu et Élisabeth. Il n'y avait là rien qui pût étonner de sa part. Mais d'où cette nouvelle lui était-elle venue? C'est ce qu'Élisabeth n'arrivait pas à s'expliquer. Enfin, l'idée lui vint que le fait qu'elle était la sœur de Jane et Darcy, l'ami intime de Bingley, avait pu suffire à faire naître cette supposition, un projet de mariage ne manquant jamais d'en suggérer un autre à l'imagination du public. Leurs voisins de Lucas Lodge, car c'était certainement par eux et les Collins que le bruit avait atteint Lady Catherine, avaient seulement prédit comme un fait assuré et prochain ce qu'elle-même entrevoyait comme possible dans un avenir plus ou moins éloigné. Le souvenir des déclarations de Lady Catherine n'était pas sans lui causer quelque malaise, car il fallait s'attendre, après ce qu'elle avait dit de sa résolution d'empêcher le mariage, à ce qu'elle exerçât une pression sur son neveu. Comment celui-ci prendrait-il le tableau qu'elle lui ferait des fâcheuses conséquences d'une alliance avec la famille Bennet? Élisabeth n'osait le prévoir. Elle ne savait pas au juste le degré d'affection que lui inspirait sa tante, ni l'influence que ses jugements pouvaient avoir sur lui. Mais il était naturel de supposer qu'il avait pour Lady Catherine beaucoup plus de considération que n'en avait Élisabeth. Il était certain qu'en énumérant les inconvénients d'épouser une jeune fille dont la parenté immédiate était si inférieure à la sienne, sa tante l'attaquerait sur son point vulnérable. Avec ses idées sur les inégalités sociales, il estimerait sans doute raisonnables et judicieux les arguments qu'Élisabeth avait jugés faibles et ridicules. S'il était encore hésitant, les conseils et les exhortations d'une proche parente pouvaient avoir raison de ses derniers doutes, et le décider à chercher le bonheur dans la satisfaction de garder sa dignité intacte. Dans ce cas, il ne reviendrait point. Lady Catherine le verrait sans doute en traversant Londres, et il n'aurait plus qu'à révoquer la promesse faite à Bingley de revenir à Netherfield. Par conséquent, se dit-elle, si son ami reçoit ces jours-ci une lettre où il s'excuse de ne pouvoir tenir sa promesse, je saurai à quoi m'en tenir, et qu'entre lui et moi, tout est fini. Le lendemain matin, comme elle descendait de sa chambre, elle rencontra son père qui sortait de la bibliothèque, une lettre à la main. « Je vous cherchais justement, Lizzie, » lui dit-il. « Entrez ici avec moi. » Elle le suivit, curieuse de ce qu'il allait lui dire, intriguée par cette lettre qui devait avoir une certaine importance. L'idée la frappa brusquement qu'elle venait peut-être de Lady Catherine, ce qui lui fit entrevoir non sans effroi toute une série d'explications où il lui faudrait s'engager. Elle suivit son père jusque devant la cheminée, et tous deux s'assirent. Mr. Bennet prit la parole. « Je viens de recevoir une lettre qui m'a causé une surprise extrême. Comme elle vous concerne tout particulièrement, il faut que je vous en dise le contenu. J'ignorais jusqu'alors que j'avais 2 filles sur le point de se lier par les nœuds sacrés du mariage. Permettez-moi de vous adresser mes félicitations pour une conquête aussi brillante. » La couleur monta aux joues d'Élisabeth, subitement convaincue que la lettre venait non pas de la tante, mais du neveu. À la fois satisfaite qu'il en vînt à se déclarer, et mécontente que la lettre ne lui fût pas adressée, elle entendit son père poursuivre. « Vous avez l'air de comprendre de quoi il s'agit. Les jeunes filles en ces matières sont douées d'une grande pénétration. Mais je crois pouvoir défier votre sagacité elle-même de deviner le nom de votre admirateur. Cette lettre vient de Mr. Collins. » « De Mr. Collins? Que peut-il bien avoir à raconter »
Des choses très à propos, bien entendu. Sa lettre commence par des félicitations sur le prochain hyménée de ma fille Jane, dont il a été averti, semble-t-il, par le bavardage de ces braves Lucas. Je ne me jouerai pas de votre impatience en vous lisant ce qu'il écrit là-dessus. Voici le passage qui vous concerne. Après vous avoir offert mes sincères congratulations et celles de Mrs. Collins, laissez-moi faire une discrète allusion à un événement analogue que nous apprenons de même source. Votre fille Elisabeth, annonce-t-on, ne garderait pas longtemps le nom de Bennet après que sa sœur aînée l'aura quitté, et celui qu'elle a choisi pour partager son destin est considéré comme l'un des personnages les plus importants de ce pays. Pouvez-vous vraiment deviner de qui il est question, Lizzie? Ce jeune homme est favorisé d'une façon particulière en tout ce que peut souhaiter le cœur d'une mortelle. Beau domaine, noble parenté, relations influentes. Cependant, en dépit de tous ces avantages, laissez-moi vous avertir, ainsi que ma cousine Elisabeth, des maux que vous risquez de déchaîner en accueillant précipitamment les propositions de ce gentleman. Propositions que vous êtes probablement tenté d'accepter sans retard. À votre idée, Lizzie, quel peut être ce gentleman? Mais ici, tout se dévoile. Voici le motif pour lequel je vous conseille la prudence. Nous avons toute raison de croire que sa tante, Lady Catherine de Bourgh, ne considère pas cette union d'un œil favorable. C'est donc Mr. Darcy. J'imagine, Lizzie, que c'est une vraie surprise pour vous. Pouvait-on, parmi toutes nos connaissances, tomber sur quelqu'un dont le nom pût mieux faire ressortir la fausseté de toute cette histoire? Mr. Darcy qui ne regarde jamais une femme que pour lui découvrir une imperfection. Mr. Darcy qui, probablement, ne vous a même jamais regardé. C'est ineffable. Élisabeth tenta de s'associer à la gaieté de son père, mais ne réussit qu'à ébaucher un sourire hésitant. Cela ne vous amuse pas? Oh si, mais continuez donc à lire. Hier soir, lorsque j'ai entretenu sa grâce de la possibilité de ce mariage, avec sa bienveillance coutumière, elle m'a confié ses sentiments. Par suite de certaines raisons de famille qu'elle fait valoir contre ma cousine, il me paraît évident qu'elle ne donnerait jamais son consentement à ce qu'elle appelle une mésalliance inacceptable. Je crois de mon devoir d'avertir avec toute la diligence possible ma cousine et son noble admirateur, afin qu'ils sachent à quoi ils s'exposent, et ne précipitent pas une union qui ne serait pas dûment approuvée. Mr. Collins ajoute encore, je me réjouis véritablement de ce que la triste histoire de ma cousine Lydia ait été si bien étouffée. Une seule chose me peine, c'est que l'on sache dans le public qu'ils ont vécu ensemble 15 jours avant la bénédiction nuptiale. Je ne puis me dérober au devoir de ma charge et m'abstenir d'exprimer mon étonnement que vous ayez reçu le jeune couple chez vous, aussitôt après le mariage. C'est un encouragement au vice, et si j'étais le recteur de Longbourn, je m'y serais opposé de tout mon pouvoir. Assurément, vous devez leur pardonner en chrétien, mais non les admettre en votre présence, ni supporter que l'on prononce leur nom devant vous. Voilà quelle est sa conception du pardon chrétien. La fin de la lettre roule sur l'intéressante situation de sa chère Charlotte, et leur espérance de voir bientôt chez eux un jeune plant d'olivier. Mais, Lizzie, cela n'a pas l'air de vous amuser. Vous n'allez pas faire la délicate, je pense, et vous montrer affecté par un racontard stupide. Pourquoi sommes-nous sur terre, sinon pour fournir quelques distractions à nos voisins, et en retour nous égayer à leurs dépens? Oh, s'écria Élisabeth, je trouve cela très drôle, mais tellement étrange. Et justement, c'est ce qui en fait le piquant. Si ces braves gens avaient choisi un autre personnage, il n'y aurait eu là rien de divertissant. Mais l'extrême froideur de Mr. Darcy, et votre aversion pour lui, témoignent à quel point cette fable est délicieusement absurde. Bien que j'aie horreur d'écrire, je ne voudrais pour rien au monde mettre un terme à ma correspondance avec Mr. Collins. Bien mieux, quand je lis une de ses lettres, je ne puis m'empêcher de le placer au-dessus de Wickham, quoique j'apprécie fort l'impudence et l'hypocrisie de mon gendre. Et dites-moi, Lizzie, qu'a raconté là-dessus Lady Catherine? Était-elle venue pour refuser son consentement? Pour toute réponse, Élisabeth se mit à rire. La question avait été posée le plus légèrement du monde, et Mr. Bennet n'insista pas. Élisabeth était plus malheureuse que jamais d'avoir à dissimuler ses sentiments. Elle se forçait à rire alors qu'elle aurait eu plutôt envie de pleurer. Son père l'avait cruellement mortifiée par ce qu'il avait dit de l'indifférence de Mr. Darcy. Elle s'étonnait d'un tel manque de clairvoyance, et en arrivait à craindre que là où son père n'avait rien vu, elle-même n'eût vu plus que la réalité. Et c'est la fin du chapitre 57. On va s'arrêter là pour le moment. On se marque une courte pause.
Ok, bah du coup, Algo, j'irai voir, il faut que je m'en rappelle. Le streamer, le magicien fou. Ok, il est censé me ressembler. Bon bah j'irai voir ça. Tu me rends très curieux, du coup j'ai envie d'aller voir. Mais si ça se trouve, j'ai... Attends, je vais aller voir parce que ça me rend trop curieux. Alors, le magicien fou. Est-ce que je vais trouver qu'il me ressemble? Ah, faut que je trouve un endroit où il a sa cam aussi. Ah ouais? Ouais, vaguement, vaguement. Ouais, vaguement, vaguement. Ok, il a les cheveux longs et il a un gros nez, quoi. Je t'avoue que là, je suis un peu en mode, c'est comme les gens qui disent que tous les hommes à cheveux longs ressemblent à Jésus, quoi. Mais non, oui, ok, 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 avec les lunettes et tout. Je peux voir vite fait, mais je t'avoue que je suis pas hyper convaincu. Il y avait quelqu'un qui me ressemblait vraiment beaucoup, ça m'avait choqué. Un YouTuber qui apparemment est relativement connu en plus. Je sais plus, il s'appelait Lucas ou quelque chose comme ça, je crois. Et ça m'avait choqué à quel point il me ressemblait pour le coup. Mais bon. Bref. En tout cas, fort intéressant la lecture de ce soir, je trouve. Déjà, je vois que vous avez tous réagi à Lady Catherine et à son petit speech. Euh, Elle était horrible. Elle était horrible. Mais en même temps, c'était hyper intéressant parce que je trouve que de tout le texte, il n'y a jamais eu une confrontation aussi frontale. Une confrontation aussi brusque et des personnages autant emportés dans leurs paroles. Donc du coup, je trouve ça hyper intéressant. Ça apporte une couleur complètement différente au texte, je trouve. Et en même temps, on comprend bien les comment dire, les circonstances qui peuvent amener des personnes à penser ce genre de choses complètement chelou. Donc non, franchement, j'ai bien bien kiffé ce passage-là. Et ce que j'adore avec les deux chapitres qu'on vient de lire, c'est que assez proche de la fin du roman, c'est des bâtons dans les roues gigantissimes à Darcy et à Elisabeth, à ce qu'ils finissent en couple. Donc c'est giga intéressant. Je me demande si la rumeur qu'ils vont finir ensemble n'a pas été lancée par Darcy directement, en fait, en vérité. Qui se serait peut-être entretenu à quelqu'un, ou j'en sais rien, en mode je suis trop amoureux d'elle, machin machin, j'en sais rien. Euh, En tout cas, c'était vraiment cool et je me dis que ça peut vraiment jouer un rôle d'obstacle immense. Donc, aussi proche de la fin du roman, je trouve ça trop intéressant qu'il y ait encore des obstacles comme ça. Parce que, autant Lady Catherine, Elisabeth le dit elle-même, bah en fait, c'est ma vie, t'as rien à dire quoi. Si tu veux en parler avec Darcy, éventuellement, peut-être que pour lui, ton avis est important et peut-être que lui t'écoutera. Mais dans l'absolu, moi, t'as rien à me dire. Donc déjà, ça, je trouve ça intéressant et voilà. Mais par contre, autant je me dis Lady Catherine, elle peut facilement, entre guillemets, se dépêtrer de ses avis et de son jugement, autant là, elle vient de mentir à son père, entre guillemets. Lady Catherine, elle a pas besoin de lui dire, elle a pas besoin de lui dire la vérité. Et en plus, enfin voilà, elle est très claire sur le fait que, bah voilà, c'est ma vie, t'as rien à y faire, entre guillemets. Alors qu'avec son père, il y a un niveau d'intimité supplémentaire. Et avec son père, c'est pas je te dis pas parce que t'as pas à savoir, c'est je te mens. Et là, je trouve que c'est plus délicat du coup. Et forcément, la vie de son père a, je pense, beaucoup plus d'intérêt pour elle. Et là, dans ce qui a été dit, de toute manière, ça se sent un peu quoi. Elle est gênée, on dirait qu'elle est gênée par la situation et que elle se dit merde, mon père, il a peut-être raison, il a peut-être capté des choses que j'ai pas captées quoi. Donc c'est très intéressant. Je m'attendais pas à un revirement de ce genre aussi proche de la fin du livre. J'aime beaucoup. J'avoue que Colin c'était un personnage détestable. Ceci dit, je crois que j'aime encore moins Collins parce que Collins il est juste ennuyant en fait. C'est plus ça. Collins il est vraiment ennuyeux au possible. Euh, Lady Catherine elle est insupportable, mais
par rapport à Mr. Collins, personnellement, elle est plus genre un perso que j'aime détester, tu vois. Alors que Collins, je le déteste tout court et j'aime pas le détester. Enfin voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, là, ça redynamise l'histoire, je suis content. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me disais justement, voilà, on est sur un happy end. Il y a tout qui se résout un petit peu facilement en plus, je trouvais. Donc voilà, ça devenait un petit peu plus plan-plan, un petit peu plus routine et en mode ah bah ça y est, tout le monde est beau, tout le monde y est gentil. Donc non, franchement, je suis très heureux de ces passages-là. Je trouve que ça redynamise vachement l'histoire. Trop cool. Trop trop cool. Du coup, j'ai super hâte de voir la suite et fin de l'œuvre parce que là, je suis vraiment pas sûr qu'ils vont finir ensemble. Je pense quand même qu'ils vont finir ensemble, mais il va falloir s'arranger quoi. Comment ça va se finir ce bordel? Bref, je repars en lecture, cette fois-ci avec 14 pages, donc ça va être un chouïa plus long, et on terminera avec une partie de 9 pages, donc un chouïa plus court. Mais c'est la meilleure découpe que je pouvais faire pour suivre les chapitres. Donc voilà, voilou. On aura certainement, je pense, le climax sur ces deux chapitres à venir, et un peu le retour à une situation normale, à une espèce de d'épilogue sur les deux derniers chapitres, j'imagine. C'est souvent comme ça que ça se passe. Allez, on est parti. Bonne écoute à tous et à toutes. Que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure. Chapitre 58. Au lieu de recevoir de son ami une lettre d'excuse, ainsi qu'Elisabeth s'y attendait à demi, Mr. Bingley put amener Mr. Darcy en personne à Longbourn, peu de jours après la visite de Lady Catherine. Tous deux arrivèrent de bonne heure, et, avant que Mrs. Bennet eût eu le temps de dire à Mr. Darcy qu'elle avait vu sa tante, ce qu'Elisabeth redouta un instant, Bingley, qui cherchait l'occasion d'un tête-à-tête avec Jane, proposa à tout le monde une promenade. Mrs. Bennet n'aimait pas la marche, et Mary n'avait jamais un moment à perdre. Mais les autres acceptèrent, et ensemble se mirent en route. Bingley et Jane, toutefois, se laissèrent bientôt distancer et restèrent à marcher doucement en arrière. Le groupe formé par les trois autres était plutôt taciturne. Kitty, intimidée par Mr. Darcy, n'osait ouvrir la bouche. Elisabeth se préparait secrètement à brûler ses vaisseaux, et peut-être Darcy en faisait-il autant de son côté. Il s'était dirigé vers Lucas Lodge, où Kitty avait l'intention de faire visite à Maria. Elisabeth, ne voyant pas la nécessité de l'accompagner, la laissa entrer seule et poursuivit délibérément sa route avec Mr. Darcy. C'était maintenant le moment ou jamais d'exécuter sa résolution. Profitant du courage qu'elle se sentait en cet instant, elle commença sans plus attendre. « Je suis très égoïste, Mr. Darcy. Vous me soulagez d'un poids. Je vais donner libre cours à mes sentiments, au risque de heurter les vôtres. Mais je ne puis rester plus longtemps sans vous remercier de la bonté vraiment extraordinaire dont vous avez fait preuve pour ma pauvre sœur. Croyez bien que si le reste de ma famille en était instruit, je n'aurais pas ma seule reconnaissance à vous exprimer. »« Je regrette infiniment, » répliqua Darcy, avec un accent plein de surprise et d'émotion, « qu'on vous ait informé de choses qui, mal interprétées, ont pu vous causer quelque malaise. J'aurais cru qu'on pouvait se fier davantage à la discrétion de Mrs. Gardiner. Ne blâmez pas ma tante. L'étourderie de Lydia seule m'a révélé que vous aviez été mêlée à cette affaire, et bien entendu, je n'ai pas eu de repos tant que je n'en ai pas connu tous les détails. Laissez-moi vous remercier 1000 et 1000 fois au nom de toute ma famille de la généreuse pitié qui vous a poussé à prendre tant de peine et à supporter tant de mortifications pour arriver à découvrir ma sœur. »« Si vous tenez à me remercier, répliqua Darcy, remerciez-moi pour vous seul. Que le désir de vous rendre la tranquillité est ajouté aux autres motifs que j'avais d'agir ainsi, je n'essaierai pas de le nier, mais votre famille ne me doit rien. Avec tout le respect que j'ai pour elle, je crois avoir songé uniquement à vous. » L'embarras d'Élisabeth était tel qu'elle ne put prononcer une parole. Après une courte pause, son compagnon poursuivit. « Vous êtes trop généreuse pour vous jouer de mes sentiments. Si les vôtres sont les mêmes qu'au printemps dernier, dites-le moi tout de suite. Les miens n'ont pas varié, non plus que le rêve que j'avais formé alors. Mais un mot de vous suffira pour m'imposer silence à jamais. » Désireuse de mettre un terme à son anxiété,
Élisabeth retrouva enfin assez d'empire sur elle-même pour lui répondre, et sans tarder, bien qu'en phrases entrecoupées, elle lui fit entendre que depuis l'époque à laquelle il faisait allusion, ses sentiments avaient subi un changement assez profond pour qu'elle pût accueillir maintenant avec joie le nouvel aveu des siens. Cette réponse causa à Darcy un bonheur tel que sans doute il n'en avait point encore éprouvé un semblable, et il exprima dans des termes où l'on sentait toute l'ardeur et la tendresse d'un cœur passionnément épris. Si Élisabeth avait osé lever les yeux, elle aurait vu combien l'expression de joie profonde qui illuminait sa physionomie embellissait son visage. Mais si son trouble l'empêchait de regarder, elle pouvait l'entendre, et tout ce qu'il disait, montrant à quel point elle lui était chère, lui faisait sentir davantage de minute en minute le prix de son affection. Ils marchaient au hasard sans but, absorbés par ce qu'ils avaient à se confier, et le reste du monde n'existait plus pour eux. Élisabeth apprit bientôt que l'heureuse entente qui venait de s'établir entre eux était due aux efforts de Lady Catherine pour les séparer. En traversant Londres au retour, elle était allée trouver son neveu, et lui avait conté son voyage à Longbourn sans lui en taire le motif. Elle avait rapporté en substance sa conversation avec Élisabeth, appuyant avec emphase sur toutes les paroles qui, à son sens, pouvaient prouver la perversité ou l'impudence de la jeune fille, persuadée qu'avec un tel récit, elle obtiendrait de son neveu la promesse qu'Élisabeth avait refusé de lui faire. Mais, malheureusement pour sa grâce, l'effet produit avait été exactement le contraire de celui qu'elle attendait. « Elle m'a donné, dit-il, des raisons d'espérer que je n'avais pas encore. Je connaissais assez votre caractère pour être sûr que, si vous aviez été décidé à me refuser d'une façon absolue et irrévocable, vous l'auriez dit à Lady Catherine franchement et sans détour. » Élisabeth rougit et répondit en riant. « Vous ne connaissez que trop, en effet, ma franchise. Si j'ai pu vous faire en face tant de reproches abominables, je n'aurais eu aucun scrupule à les redire devant n'importe quel membre de votre famille. Et qu'avez-vous donc dit qui ne fût mérité? Car si vos accusations étaient mal fondées, mon attitude envers vous dans cette circonstance était digne des reproches les plus sévères. Elle était impardonnable, et je ne puis y songer sans honte. Ne nous disputons pas pour savoir qui de nous fut ce soir-là le plus à blâmer. D'aucun des deux la conduite, en toute impartialité, ne peut être jugée irréprochable. Mais depuis lors, nous avons, je crois, fait l'un et l'autre des progrès en politesse. Je ne puis m'absoudre aussi facilement. Le souvenir de ce que j'ai dit alors, de mes manières, de mes expressions, m'est encore, après de longs mois, infiniment pénible. Il y a un de vos reproches que je n'oublierai jamais. Si votre conduite avait été celle d'un gentleman, m'avez-vous dit. Vous me pouvez savoir, vous pouvez à peine imaginer combien ces paroles m'ont torturé, bien qu'il m'ait fallu quelque temps, je l'avoue, pour arriver à en reconnaître la justesse. J'étais certes bien éloigné de penser qu'elle produirait sur vous une si forte impression. Je le crois aisément. Vous me jugiez alors incapable de tout bon sentiment. Oui, ne protestez pas. Je ne pourrai jamais oublier l'expression de votre visage lorsque vous m'avez déclaré que, faite sous n'importe quelle forme, ma demande n'aurait jamais pu vous donner la moindre tentation de l'agréer. Oh, ne répétez pas tout ce que j'ai dit. Ces souvenirs n'ont rien d'agréable, et voilà longtemps, je vous assure, qu'ils me remplissent de confusion. Darcy rappela sa lettre. Vous a-t-elle donné meilleure opinion de moi? Avez-vous, en la lisant, fait crédit à ce qu'elle contenait? Élisabeth expliqua les impressions qu'elle avait ressenties et comment, l'une après l'autre, toutes ses préventions étaient tombées. En écrivant cette lettre, reprit Darcy, je m'imaginais être calme et froid. Mais je me rends compte maintenant que je l'ai écrite le cœur plein d'une affreuse amertume. Peut-être commençait-elle dans l'amertume, mais elle se terminait par un adieu plein de charité. Allons, ne pensez plus à cette lettre. Les sentiments de celui qui l'a écrite, comme de celle qui l'a reçue, ont si profondément changé depuis lors que tous les souvenirs désagréables qui s'y rapportent doivent être oubliés. Mettez-vous à l'école de ma philosophie, et ne retenez du passé que ce qui peut vous donner quelque plaisir. Je n'appelle pas cela de la philosophie. Les souvenirs que vous évoquez sont si exempts de reproches que la satisfaction qu'ils font naître ne peut prendre le nom de philosophie. Mais il n'en va pas de même pour moi, et des souvenirs pénibles s'imposent à mon esprit qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas être repoussés. J'ai vécu jusqu'ici en égoïste. Enfin, on m'a enseigné à faire le bien,
Mais on ne m'a pas appris à corriger mon caractère. J'étais malheureusement fils unique, même durant de longues années unique enfant, et j'ai été gâté par mes parents qui, bien que pleins de bonté, mon père en particulier était la bienveillance même, ont laissé croître et même encourager la tendance que j'avais à me montrer personnel et hautain, à enfermer mes sympathies dans le cadre familial et à faire fi du reste du monde. Tel ai-je été depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 28 ans. Tel serais-je encore si je ne vous avais pas rencontré, aimable et charmante Élisabeth. Que ne vous dois-je pas? Vous m'avez donné une leçon, dure sans doute, mais précieuse. Par vous, j'ai été justement humilié. Je venais à vous, n'éprouvant aucun doute au sujet de l'accueil qui m'attendait. Vous m'avez montré combien mes prétentions étaient insuffisantes pour plaire à une femme qui avait le droit d'être difficile. Comme vous avez dû me détester après ce soir-là? Vous détester? J'ai été en colère, peut-être, pour commencer, mais ma colère a pris bientôt une meilleure direction. J'ose à peine vous demander ce que vous avez pensé de moi lorsque nous nous sommes rencontrés à Pemberley. Ma présence en ce lieu ne vous a-t-elle pas paru déplacée? Non, en vérité. Je n'ai ressenti que de la surprise. Votre surprise n'a sûrement pas été plus grande que la mienne en me voyant traité par vous avec tant d'égards. Ma conscience me disait que je ne méritais pas d'être l'objet d'une politesse exagérée, et j'avoue que je ne comptais pas recevoir plus qu'il ne m'était dû. Mon but, répliqua Darcy, était de vous montrer par toute la Pardon. Mon but, répliqua Darcy, était de vous montrer par toute la courtoisie dont j'étais capable que je n'avais pas l'âme assez basse pour vous garder rancune du passé. J'espérais obtenir votre pardon et adoucir la mauvaise opinion que vous aviez de moi, en vous faisant voir que vos reproches avaient été pris en considération. À quel moment d'autres souhaits se sont-ils mêlés à cet espoir? Je puis à peine le dire, mais je crois bien que ce fut moins d'une heure après vous avoir revu. Il lui dit alors combien Georgiana avait été charmée de faire sa connaissance, et sa déception en voyant leur relation si brusquement interrompue. Ici, leurs pensées se portant naturellement sur la cause de cette interruption, Élisabeth apprit bientôt que c'était à l'hôtel même de Lambton que Darcy avait pris la décision de quitter le Derbyshire à sa suite et de se mettre à la recherche de Lydia. Son air grave et préoccupé venait uniquement du débat intérieur d'où était sortie cette détermination. Après avoir fait ainsi plusieurs miles sans y songer, un coup d'œil jeté à leur montre leur fit voir qu'il était grand temps de rentrer. Et Bingley? Et Jane? Qu'étaient-ils devenus? Cette question tourna sur eux la conversation. Darcy était enchanté de leur fiançailles. Son ami lui en avait donné la première nouvelle. « Je voudrais savoir si elle vous a surpris, » dit Élisabeth. « Du tout. Lorsque j'étais parti, je savais que ce dénouement était proche. C'est-à-dire que vous aviez donné votre autorisation. Je m'en doutais. » Et, bien qu'il protestât contre le terme, Élisabeth découvrit que c'était à peu près ainsi que les choses s'étaient passées. « Le soir qui a précédé mon départ pour Londres, dit-il, j'ai fait à Bingley une confession à laquelle j'aurais dû me décider depuis longtemps. Je lui ai dit tout ce qui était arrivé pour rendre ma première intervention dans ces affaires absurdes et déplacées. Sa surprise a été grande. Il n'avait jamais eu le moindre soupçon. Je lui ai dit de plus que je m'étais trompé en supposant votre sœur indifférente à son égard, et que, ne pouvant douter de la constance de son amour pour elle, j'étais convaincu qu'ils seraient heureux ensemble. Et votre conviction, je le suppose, a entraîné immédiatement la sienne. Parfaitement. Bingley est très sincèrement modeste. Sa défiance naturelle l'avait empêché de s'en remettre à son propre jugement dans une question aussi importante. Sa confiance dans le mien a tout décidé, mais je lui devais un autre aveu qui, pendant un moment, et non sans raison, l'a blessé. Je ne pouvais me permettre de lui cacher que votre sœur avait passé 3 mois à Londres l'hiver dernier, que je l'avais su et le lui avais laissé volontairement ignorer. Ceci l'a fâché, mais sa colère, je crois bien, s'est évanouie en même temps que ses doutes sur les sentiments de votre sœur. Élisabeth avait grande envie d'observer que Mr. Bingley avait été un ami tout à fait charmant, et que sa docilité à se laisser guider rendait inappréciable. Mais elle se contint. Elle se rappela que Mr. Darcy n'était pas encore habitué à ce que l'on plaisantât, et il était encore un peu tôt pour commencer. Tout en continuant à parler du bonheur de Bingley, qui naturellement ne pouvait être inférieur qu'au sien,
Il poursuivit la conversation jusqu'à leur arrivée à Longbourn. Dans le hall, ils se séparèrent. Chapitre 59. Ma chère Lizzie, où avez-vous bien pu aller vous promener? Telle fut la question que Jane fit à Elizabeth, à son retour, et que répétèrent les autres membres de la famille au moment où l'on se mettait à table. Elle répondit qu'ils avaient marché au hasard des routes, jusqu'à ne plus savoir exactement où ils se trouvaient, et elle rougit en faisant cette réponse. Mais ni par là ni par autre chose, elle n'excita aucun soupçon. La soirée se passa paisiblement, sans incident notable. Les fiancés déclarés causaient et riaient, ceux qui l'étaient secrètement restaient silencieux. Darcy n'était pas d'un caractère à laisser son bonheur se révéler par des dehors joyeux, et Élisabeth, émue et perplexe, se demandait ce que diraient les siens lorsqu'ils sauraient tout. Jane étant la seule qui n'eût pas d'antipathie pour Mr. Darcy. Le soir, elle s'ouvrit à sa sœur. Bien que la défiance ne fût pas dans ses habitudes, Jane reçut la nouvelle avec une parfaite incrédulité. « Vous plaisantez, Lizzie? C'est inimaginable. Vous fiancez à Mr. Darcy? Non, non, je ne puis vous croire. Je sais que c'est impossible. Je n'ai pas de chance pour commencer. Moi qui mettais toute ma confiance en vous, je suis sûr à présent que personne ne me croira, si vous vous y refusez vous-même. Pourtant, je parle très sérieusement. Je ne dis que la vérité. Il m'aime toujours, et nous nous sommes fiancés tout à l'heure. Jane la regarda d'un air de doute. Oh, Lizzie, ce n'est pas possible. Je sais combien il vous déplaît. Vous n'en savez rien du tout. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Peut-être fut-il un temps où je ne l'aimais pas comme aujourd'hui, mais je vous dispense d'avoir une mémoire trop fidèle. Dorénavant, je ne veux plus m'en souvenir moi-même. Mon Dieu, est-ce possible? S'écria Jane. Pourtant, il faut bien que je vous croie. Lizzie chérie, je veux vous féliciter. Mais êtes-vous certaine, excusez ma question, êtes-vous bien certaine que vous puissiez être heureuse avec lui? Il n'y a aucun doute à cet égard. Nous avons déjà décidé que nous serions le couple le plus heureux du monde. Mais êtes-vous contente, Jane? Serez-vous heureuse de l'avoir pour frère? Très heureuse. Mr. Bingley et moi ne pouvions souhaiter mieux. Nous en parlions quelquefois, mais en considérant la chose comme impossible. En toute sincérité, l'aimez-vous assez? Oh, Lizzie, tout plutôt qu'un mariage sans amour. Êtes-vous bien sûre de vos sentiments? Tellement sûre que j'ai peur de vous entendre dire qu'ils sont exagérés. Pourquoi donc? Parce que je l'aime plus que Mr. Bingley. N'allez-vous pas vous fâcher? Ma chère petite sœur, ne plaisantez pas. Je parle fort sérieusement. Dites-moi vite tout ce que je dois savoir. Depuis quand l'aimez-vous? Tout cela est venu si insensiblement qu'il me serait difficile de vous répondre. Mais, cependant, je pourrais peut-être dire, depuis que j'ai visité son beau domaine de Pemberley. Une nouvelle invitation à parler sérieusement produisit son effet, et Elizabeth eut vite rassuré sa sœur sur la réalité de son attachement pour Mr. Darcy. Miss Bennet déclara alors qu'elle n'avait plus rien à désirer. Désormais, je suis pleinement heureuse, affirma-t-elle, car votre part de bonheur sera aussi belle que la mienne. J'ai toujours estimé Mr. Darcy. N'y eût-il eu en lui que son amour pour vous, cela m'aurait suffi. Maintenant qu'il sera l'ami de mon mari et le mari de ma sœur, il aura le troisième rang dans mes affections. Mais Lizzie, comme vous avez été dissimulée avec moi, j'ignore presque tout ce qui s'est passé à Pemberley et à Lambton, et le peu que j'en sais m'a été raconté par d'autres que par vous. Élisabeth lui expliqua les motifs de son silence. L'incertitude où elle était au sujet de ses propres sentiments lui avait fait éviter jusqu'alors de nommer Mr. Darcy. Mais maintenant, il fallait que Jane sût la part qu'il avait prise au mariage de Lydia. Tout fut éclairci, et la moitié de la nuit se passa en conversation. « Dieu du ciel !» s'écria Mrs. Bennet, le lendemain matin, en regardant par la fenêtre. « Ne voilà-t-il pas ce fâcheux Mr. Darcy qui arrive encore avec notre cher Bingley? Quelle raison peut-il avoir pour nous fatiguer de ses visites? Je m'imaginais qu'il venait pour chasser, pêcher, tout ce qu'il voudrait, mais non pour être toujours fourré ici. Qu'allons-nous en faire? Lizzie, vous devriez encore l'emmener promener pour éviter que Bingley le trouve sans cesse sur son chemin. » Élisabeth garda difficilement son sérieux à une proposition si opportune. Bingley, en entrant,
la regarda d'un air expressif et lui serra la main avec une chaleur qui montrait bien qu'il savait tout. Puis, presque aussitôt, « Mrs. Bennet, dit-il, n'avez-vous pas d'autres chemins dans lesquels Lizzie pourrait recommencer à se perdre aujourd'hui ? Je conseillerais à Mr. Darcy, à Lizzie et à Kitty, dit Mrs. Bennet, d'aller à pied ce matin jusqu'à Oakland Mount. C'est une jolie promenade, et Mr. Darcy ne doit pas connaître ce point de vue. Kitty avoua qu'elle préférait ne pas sortir. Darcy professa une grande curiosité pour la vue de Oakland Mount, et Elizabeth donna son assentiment sans rien dire. Comme elle allait se préparer, Mrs. Bennet la suivit pour lui dire « Je regrette, Lizzie, de vous imposer cet ennuyeux personnage, mais vous ferez bien cela pour Jane. Inutile du reste de vous fatiguer à tenir conversation tout le long du chemin. Un mot de temps à autre suffira. » Pendant cette promenade, ils décidèrent qu'il fallait le soir même demander le consentement de Mr. Bennet. Elizabeth se réserva la démarche auprès de sa mère. Elle ne pouvait prévoir comment celle-ci accueillerait la nouvelle, si elle manifesterait une opposition violente ou une joie impétueuse. De toute manière, l'expression de ses sentiments ne ferait pas honneur à sa pondération, et Elizabeth n'aurait pas pu supporter que Mr. Darcy fût témoin ni des premiers transports de sa joie, ni des mouvements véhéments de sa désapprobation. Dans la soirée, quand Mr. Bennet se retira, Mr. Darcy se leva et le suivit dans la bibliothèque. Elizabeth fut très agitée jusqu'au moment où il reparut. Un sourire la rassura tout d'abord, puis, s'étant approché d'elle sous prétexte d'admirer sa broderie, il lui glissa « Allez trouver votre père, il vous attend dans la bibliothèque. » Elle s'y rendit aussitôt. Mr. Bennet arpentait la pièce, l'air grave et anxieux. « Lizzie, dit-il, qu'êtes-vous en train de faire? Avez-vous perdu le sens d'accepter cet homme? Ne l'avez-vous pas toujours détesté ?» Comme Elizabeth eût souhaité alors n'avoir jamais formulé de ces jugements excessifs. Il lui fallait à présent en passer par des explications difficiles, et ce fut avec quelque embarras qu'elle affirma son attachement pour Darcy. « En d'autres termes, vous êtes décidé à l'épouser. Il est riche, c'est certain, et vous aurez de plus belles toilettes et de plus beaux équipages que Jane. Mais cela vous donnera-t-il le bonheur? N'avez-vous pas d'objection autre que la conviction de mon indifférence? Aucune. Nous savons tous qu'il est orgueilleux, peu avenant, mais ceci ne serait rien s'il vous plaisait réellement. Mais il me plaît, protesta-t-elle, les larmes aux yeux. Je l'aime. Il n'y a point chez lui d'excès d'orgueil. Il est parfaitement digne d'affection. Vous ne le connaissez pas vraiment. Aussi, ne m'affligez pas en me parlant de lui en de tels termes. Lizzie, lui dit son père, je lui ai donné mon consentement. Il est de ces gens auxquels on ose refuser ce qu'ils vous font l'honneur de vous demander. Je vous le donne également, si vous êtes résolu à l'épouser. Mais je vous conseille de réfléchir encore. Je connais votre caractère, Lizzie. Je sais que vous ne serez heureuse que si vous estimez sincèrement votre mari et si vous reconnaissez qu'il vous est supérieur. La vivacité de votre esprit rendrait plus périlleux pour vous un mariage mal assorti. Mon enfant, ne me donnez pas le chagrin de vous voir dans l'impossibilité de respecter le compagnon de votre existence. Vous ne savez pas ce que c'est. » Elizabeth, encore plus émue, donna dans sa réponse les assurances les plus solennelles. Elle répéta que Mr. Darcy était réellement l'objet de son choix. Elle expliqua comment l'opinion qu'elle avait eue de lui s'était peu à peu transformée, tandis que le sentiment de Darcy, loin d'être l'œuvre d'un jour, avait supporté l'épreuve de plusieurs mois d'incertitude. Elle fit avec chaleur l'énumération de toutes ses qualités et finit par triompher de l'incrédulité de son père. « Eh bien, ma chérie, dit-il, lorsqu'elle eut fini de parler, je n'ai plus rien à dire. S'il en est ainsi, il est digne de vous. » Pour compléter cette impression favorable, Elizabeth l'instruisit de ce que Darcy avait fait spontanément pour Lydia. Il l'écouta avec stupéfaction. « Que de surprises dans une seule soirée. Ainsi donc, c'est Darcy qui a tout fait. Arrangé le mariage, donné l'argent, payé les dettes, obtenu le brevet d'officier de Wickham. Eh bien, tant mieux. Cela m'épargne bien du tourment et me dispense d'une foule d'économies. Si j'étais redevable de tout à votre oncle, je voudrais m'acquitter entièrement envers lui. Mais ces jeunes amoureux n'en font qu'à leur tête. J'offrirai demain à Mr. Darcy de le rembourser. Il s'emportera, tempêtera en protestant de son amour pour vous, et ce sera le dernier mot de l'histoire. » Il se souvint alors de l'embarras qu'elle avait laissé voir en écoutant la lecture de la lettre de Mr. Collins. Il l'en plaisanta quelques instants. Enfin, il la laissa partir,
ajoutant comme elle le quittait. S'il venait des prétendants pour Mary ou Kitty, vous pouvez me les envoyer. J'ai tout le temps de leur répondre. La soirée se passa paisiblement. Lorsque Mrs. Bennet regagna sa chambre, Elizabeth la suivit pour lui faire l'importante communication. L'effet en fut des plus déconcertants. Au premier mot, Mrs. Bennet se laissa tomber sur une chaise, immobile, incapable d'articuler une syllabe. Ce ne fut qu'au bout d'un long moment qu'elle put comprendre le sens de ce qu'elle entendait, bien qu'en général elle eût l'esprit assez prompt dès qu'il était question d'un avantage pour sa famille ou d'un amoureux pour ses filles. Enfin, elle reprit possession d'elle-même, s'agita sur sa chaise, se leva, se rassit, et prit le ciel à témoin de sa stupéfaction. Miséricorde, bonté divine, peut-on s'imaginer chose pareille? Mr. Darcy, qui aurait pu le supposer? Est-ce bien vrai? Oh, ma petite Lizzie, comme vous allez être riche et considérée. Argent, bijoux, équipage, rien ne vous manquera. Jane n'aura rien de comparable. Je suis tellement contente, tellement heureuse. Un homme si charmant, si beau, si grand. Oh, ma chère Lizzie, je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir eu pour lui jusqu'à ce jour tant d'antipathie. J'espère qu'il ne s'en sera pas aperçu. Lizzie chérie, une maison à Londres, tout ce qui fait le charme de la vie, 3 filles mariées, 10 000 livres de rente. Oh mon Dieu, que vais-je devenir? C'était à en perdre la tête. Il n'en fallait pas plus pour faire voir que son approbation ne faisait pas de doute. Heureuse d'avoir été le seul témoin de ces effusions, Élisabeth se retira bientôt. Mais elle n'était pas dans sa chambre depuis 3 minutes que sa mère l'y rejoignit. « Mon enfant bien-aimé, s'écria-t-elle, je ne puis penser à autre chose. 10 000 livres de rente, et plus encore, très probablement. Cela vaut un titre. Et la licence spéciale. Il faut que vous soyez marié par licence spéciale. Mais dites-moi, mon cher amour, quel est donc le plat préféré de Mr. Darcy, que je puisse le lui servir demain? » Voilà qui ne présageait rien de bon à Élisabeth pour l'attitude que prendrait sa mère avec le gentleman lui-même. Mais la journée du lendemain se passa beaucoup mieux qu'elle ne s'y attendait, car Mrs. Bennet était tellement intimidée par son futur gendre qu'elle ne se hasarda guère à lui parler, sauf pour approuver tout ce qu'il disait. Quant à Mr. Bennet, Élisabeth eut la satisfaction de le voir chercher à faire plus intimement connaissance avec Darcy. Il assura même bientôt à sa fille que son estime pour lui croissait d'heure en heure. « J'admire hautement mes 3 gendres, déclara-t-il. Wickham peut-être est mon préféré, mais je crois que j'aimerais votre mari tout autant que celui de Jane. » Et c'est la fin du chapitre 59. Petite note, puisque la mère réclame un mariage par licence spéciale. Une licence spéciale, c'est une dispense accordée par l'archevêque de Canterbury, permettant la célébration d'un mariage sans publication de ban à des jours et en des lieux autres que ceux généralement autorisés. Ok. C'est vraiment une formulation pour dire un truc très très précis, quoi. Bref, on s'arrête là pour le moment. Et on passe à une petite pause, les amis, avant la fin de l'œuvre. Très très précis, en effet. Il y a eu quelques notes au fur et à mesure de l'œuvre, mais il y en a vraiment très peu. Je pense que depuis le début du livre, il y a dû avoir, allez, 5 ou 6 notes. Donc je ne vous les ai pas toutes lues, parce qu'il y en a certaines qui vraiment ne semblaient pas donner plus d'infos. Mais voilà, celle-là, je me suis dit, elle est à la fin du chapitre, vous allez bien resituer à quel passage elle fait référence, tout ça, tout ça. Ok, c'est vraiment sympa, je trouve. Et c'est marrant parce que, pour être honnête, Orgueil et Préjugés, j'en pense plutôt du bien. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le genre de texte qui me touche particulièrement. C'est pas le genre de texte qui va faire que je suis hyper impliqué et que c'est mon œuvre favorite, quoi. Donc voilà, je pensais avoir une petite distance quand même. Et l'air de rien, là, les chapitres que je viens de lire m'ont rendu joasse, m'ont rendu joyeux. J'étais sincèrement content pour Elisabeth et j'étais sincèrement content pour Darcy. Alors que je trouve que Darcy, notamment, est un personnage assez peu agréable, souvent. Et en fait, je sais pas, il y a un truc comme ça de happy end qui est vachement agréable. Le fait de voir tous les personnages dans leur exubérance,
que ce soit Mrs. Bennet notamment. Euh, voilà, les voir un peu dans leurs exubérances, dans leurs croyances, le père qui en revient pas, et ainsi de suite. C'est marrant, ça crée des scènes marrantes, ça crée des scènes sympathiques, où t'as envie d'aimer tous les personnages, où t'as envie de kiffer avec eux le moment. Donc non, franchement, c'est cool. C'est très très cool. Ça fait très happy end de film avec des happy end un petit peu extravagants, et un petit peu, enfin pas extravagants, mais disons très prononcés, quoi. Je trouve que ça fait vraiment happy end appuyé. Mais c'est cool, c'est agréable, c'est marrant. Euh, Franchement, j'aime assez bien le dénouement de cette histoire. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Le tout petit bémol, si je pouvais avoir un tout petit bémol, c'est que je continue de me dire que du coup, l'une des choses qui a séduit te, une des choses qui a séduite, elle a séduite qui? Elisabeth. Mais donc du coup, l'une des choses qui a séduit, non, c'est pas terminé, Dak. Il reste encore 2 chapitres. L'une des choses qui a séduit Elisabeth, c'est ça, c'est quand même Darcy qui répare ses fautes. Alors on peut le voir comme ça et se dire que c'est mignon. Mais on peut se dire aussi, est-ce qu'il a réellement une révélation qu'il pensait de manière débile et que du coup il a vraiment changé là-dessus? Je trouve, voilà, il y a toujours ce petit truc où c'est compliqué, je trouve, avec la personnalité de Darcy, de se dire qu'il a eu une prise de conscience et qu'il a vraiment une révélation sur laquelle voilà, il a réfléchi et il a sincèrement, grâce à Elisabeth, pris conscience de quelque chose de problématique dans son être, dans sa personnalité, et qu'il l'a corrigé. On peut se dire ça, si on se dit ça, on peut se dire en un sens que c'est mignon, que c'est cool qu'il ait eu cette capacité de remise en question et ainsi de suite. On peut aussi le voir comme il n'a pas vraiment tiré les leçons et tout, et c'est juste parce qu'il est amoureux et que du coup c'est un moyen d'arriver à ses fins que de réparer la situation qu'il a créée. Mais on pourrait se dire en un sens qu'il n'est pas hyper honnête, sincère dans cette démarche, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est pas hyper flagrant quelque part qu'il est honnête dans cette démarche. Je sais pas, je sais pas. Ça me paraît, ça me paraît assez étonnant. Et du coup, Saradro qui nous dit: Je pense qu'il a eu une révélation. Il ne faut pas oublier que Austen se moque des histoires romantiques de l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Très bien vu, Saradro. C'est vrai que Jane Austen, elle est un peu dans une sorte de parodie en fait, hein. Et qu'elle rigole un petit peu, qu'elle prend un peu avec humour toutes ces histoires-là. Donc c'est vrai qu'on peut le voir aussi de cette manière-là. En mode, c'est un peu trop beau, quoi. En mode, c'est un peu trop le happy ending. C'est un peu trop conte de fées, quoi. Alors, j'ai loupé quelques messages dans le chat. Attendez. À part celle-là, en vrai, elle me semblait pas importante. On a compris l'histoire sans, tu vois. On s'implique dans toutes les histoires de cœur des 2 sœurs. Bonus, Lady Catherine doit avoir un somme immense. Alors oui, on s'implique dans toutes les histoires de cœur des 2 sœurs. Après, franchement, moi, l'histoire de Wickham, l'histoire de Collins, bon, Collins, c'est pas les 2 sœurs du coup, mais je suis beaucoup moins impliqué quand même. À la limite, l'histoire de Jane et Bingley, je suis un peu impliqué. Vraiment, je trouve que Elizabeth Darcy, c'est ce qui m'intéresse dans l'œuvre. Jane et Bingley, c'est intéressant aussi. Après, c'est vrai que ce qui arrive à Lydia Wickham et ce qui arrive à Collins et Charlotte, c'est un peu plus anecdotique à mon sens. Mais bon, c'est cool quand même. Ça crée une grande histoire de fond, ça crée une certaine cohérence. Voilà, Jane Austen s'est appliquée à dresser le portrait d'une famille un peu mondaine et de leurs relations. Donc en vrai, en cela, c'est très réussi. Bien, je vous propose
Oui, voilà, tu parlais de Jane et d'Elisabeth, je me doute. Euh, Je vous propose de mettre un terme à cette pause, puisqu'il ne nous reste que 9 pages. Donc autant les lire le plus vite possible, comme ça on pourra vraiment parler librement de ce qu'on a pensé de l'œuvre. On aura le dénouement pour de bon. Hop, je repasse sur ce setup. Et là vraiment ça va aller très très vite avant qu'on ne se retrouve. Je vous souhaite une bonne écoute une dernière fois, une toute dernière fois, dans l'œuvre de Jane Austen. Et on est parti. Chapitre 60. Élisabeth, qui avait retrouvé tout son joyeux entrain, pria Mr. Darcy de lui conter comment il était devenu amoureux. Je m'imagine bien comment, une fois lancé, vous avez continué, mais c'est le point de départ qui m'intrigue. Je ne puis vous fixer ni le jour, ni le lieu, pas plus que vous dire le regard ou les paroles qui ont tout déterminé. Il y a vraiment trop longtemps. J'étais déjà loin sur la route avant de m'apercevoir que je m'étais mis en marche. Vous ne vous faisiez pourtant point d'illusions sur ma beauté. Quant à mes manières, elles frisaient l'impolitesse à votre égard, et je ne vous adressais jamais la parole sans avoir l'intention de vous être désagréable. Dites-moi, est-ce pour mon impertinence que vous m'admiriez? Votre vivacité d'esprit, oui, certes. Appelez-la tout de suite de l'impertinence, car ce n'était guère autre chose. La vérité, c'est que vous étiez dégoûté de cette amabilité, de cette déférence, de ces soins empressés dont vous étiez l'objet. Vous étiez fatigué de ces femmes qui ne faisaient rien que pour obtenir votre approbation. C'est parce que je leur ressemblais si peu que j'ai éveillé votre intérêt. Voilà, je vous ai épargné la peine de me le dire. Certainement vous ne voyez rien à louer en moi, mais pense-t-on à cela lorsqu'on tombe amoureux? N'y avait-il rien à louer dans le dévouement affectueux que vous avez eu pour Jane lorsqu'elle était malade à Netherfield? Cette chère Jane, qui donc n'en aurait fait autant pour elle? Vous voulez de cela me faire un mérite à tout prix? Soit. Mes bonnes qualités sont sous votre protection. Grossissez-les autant que vous voudrez. En retour, il m'appartiendra de vous taquiner et de vous quereller le plus souvent possible. Je vais commencer tout de suite en vous demandant pourquoi vous étiez si peu disposé en dernier lieu à aborder la question. Qu'est-ce qui vous rendait si réservé quand vous êtes venu nous faire visite et le soir où vous avez dîné à Longbourn? Vous aviez l'air de ne pas faire attention à moi. Vous étiez grave et silencieuse, et ne me donniez aucun encouragement. C'est que j'étais embarrassé, et moi de même. Vous auriez pu causer un peu plus quand vous êtes venu dîner. Un homme moins épris en eût été capable sans doute. Quel malheur que vous ayez toujours une réponse raisonnable à faire, et que je sois moi-même assez raisonnable pour l'accepter. Mais je me demande combien de temps vous auriez continué ainsi, et quand vous vous seriez décidé à parler, si je ne vous y avais provoqué. Mon désir de vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Lydia y a certainement beaucoup contribué, trop peut-être. Que devient la morale si notre bonheur naît d'une promesse violée? En conscience, je n'aurais jamais dû aborder ce sujet. Ne vous tourmentez pas, la morale n'est pas compromise. Les tentatives injustifiables de Lady Catherine pour nous séparer ont eu pour effet de dissiper tous mes doutes. Je ne dois point mon bonheur actuel au désir que vous avez eu de m'exprimer votre gratitude, car le rapport fait par ma tante m'avait donné de l'espoir, et j'étais décidé à tout éclaircir sans plus tarder. Lady Catherine nous a été infiniment utile, et c'est de quoi elle devrait être heureuse, elle qui aime tant à rendre service. Aurez-vous jamais le courage de lui annoncer ce qui l'attend? C'est le temps qui me manquerait plutôt que le courage, Élisabeth. Cependant, c'est une chose qu'il faut faire, et si vous voulez bien me donner une feuille de papier, je vais écrire immédiatement. Si je n'avais moi-même une lettre à écrire, je pourrais m'asseoir près de vous et admirer la régularité de votre écriture, comme une autre jeune demoiselle le fit un soir. Mais moi aussi, j'ai une tante que je ne dois pas négliger plus longtemps. La longue lettre de Mrs. Gardiner n'avait pas encore reçu de réponse. Élisabeth, se sentant peu disposée à rectifier les exagérations de sa tante sur son intimité avec Darcy. Mais à présent qu'elle avait à faire part d'une nouvelle qu'elle savait devoir être accueillie avec satisfaction, elle avait honte d'avoir déjà retardé de 3 jours la joie de son oncle et de sa tante, et elle écrivit sur-le-champ: « J'aurais déjà dû vous remercier, ma chère tante, de votre bonne lettre, pleine de longs et satisfaisants détails.
À vous parler franchement, j'étais de trop méchante humeur pour écrire. Vos suppositions alors dépassaient la réalité. Mais maintenant, supposez tout ce que vous voudrez, lâchez la bride à votre imagination, et, à moins de vous figurer que je suis déjà marié, vous ne pouvez vous tromper de beaucoup. Vite, écrivez-moi, et dites de lui beaucoup plus de bien que vous n'avez fait dans votre dernière lettre. Je vous remercie 1000 et 1000 fois de ne pas m'avoir emmené visiter la région des lacs. Que j'étais donc sotte de le souhaiter. Votre idée de poney est charmante. Tous les jours nous ferons le tour du parc. Je suis la créature la plus heureuse du monde. Beaucoup, sans doute, ont dit la même chose avant moi, mais jamais aussi justement. Je suis plus heureuse que Jane elle-même, car elle sourit, et moi je ris. Mr. Darcy vous envoie toute l'affection qu'il peut distraire de la part qui me revient. Il faut que vous veniez tous passer Noël à Pemberley. Affectueusement. La lettre de Mr. Darcy à Lady Catherine était d'un autre style, et bien différente de l'une et de l'autre fut celle que Mr. Bennet adressa à Mr. Collins en réponse à sa dernière épître. Cher monsieur, je vais vous obliger encore une fois à m'envoyer des félicitations. Élisabeth sera bientôt la femme de Mr. Darcy. Consolez de votre mieux Lady Catherine, mais à votre place, je prendrai le parti du neveu. Des deux, c'est le plus riche. Tout à vous, Bennet. Les félicitations adressées par Miss Bingley à son frère furent aussi chaleureuses que peu sincères. Elle écrivit même à Jane pour lui exprimer sa joie et lui renouveler l'assurance de sa très vive affection. Jane ne s'y laissa pas tromper, mais cependant elle ne put s'empêcher de répondre à Miss Bingley beaucoup plus amicalement que celle-ci ne le méritait. Miss Darcy eut autant de plaisir à répondre à son frère qu'il en avait eu à lui annoncer la grande nouvelle, et c'est à peine si 4 pages suffirent à exprimer son ravissement et tout le désir qu'elle avait de plaire à sa future belle-sœur. Avant qu'on n'eût rien pu recevoir des Collins, les habitants de Longbourn apprirent l'arrivée de ceux-ci chez les Lucas. La raison de ce déplacement fut bientôt connue. Lady Catherine était entrée dans une telle colère au reçu de la lettre de son neveu que Charlotte, qui se réjouissait sincèrement du mariage d'Élisabeth, avait préféré s'éloigner et donner à la tempête le temps de se calmer. La présence de son amie fut une vraie joie pour Élisabeth, mais elle trouvait parfois cette joie chèrement achetée lorsqu'elle voyait Mr. Darcy victime de l'empressement obséquieux de Mr. Collins. Darcy supporta cette épreuve avec un calme admirable. Il put même écouter avec la plus parfaite sérénité Sir William Lucas le féliciter d'avoir conquis le plus beau joyau de la contrée et lui exprimer l'espoir qu'ils se retrouveraient tous fréquemment à la cour. S'il lui arriva de hausser les épaules, ce ne fut qu'après le départ de Sir William. La vulgarité de Mrs. Phillips mit sans doute sa patience à plus rude épreuve, et quoique Mrs. Phillips se sentît en sa présence trop intimidée pour parler avec la familiarité que la bonhomie de Bingley encourageait, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche sans être commune, et tout le respect qu'elle éprouvait pour Darcy ne parvenait pas à lui donner même un semblant de distinction. Élisabeth fit ce qu'elle put pour épargner à son fiancé de trop fréquentes rencontres avec les uns et les autres, et si tout cela diminuait parfois un peu la joie de cette période des fiançailles, elle n'en avait que plus de bonheur à penser au temps où ils quitteraient enfin cette société si peu de leur goût, pour aller jouir du confort et de l'élégance de Pemberley dans l'intimité de leur vie familiale. Chapitre 61. Heureuse entre tous, pour les sentiments maternels de Mrs. Bennet, fut le jour où elle se sépara de ses 2 plus charmantes filles. Avec quelle satisfaction orgueilleuse elle put dans la suite visiter Mrs. Bingley et parler de Mrs. Darcy, s'imagine aisément. Je voudrais pouvoir affirmer que le bonheur des siens, que cette réalisation inespérée de ses vœux les plus chers, la transforma en une femme aimable, discrète et judicieuse pour le reste de son existence. Mais il n'est pas sûr que son mari aurait apprécié cette forme si nouvelle, pour lui, du bonheur conjugal, et peut-être valait-il mieux qu'elle gardât sa sottise et ses troubles nerveux. Mr. Bennet eut beaucoup de peine à s'accoutumer au départ de sa seconde fille, et l'ardent désir qu'il avait de la revoir parvint à l'arracher fréquemment à ses habitudes. Il prenait grand plaisir à aller à Pemberley, spécialement lorsqu'on ne l'y attendait pas. Jane et son mari ne restèrent qu'1 an à Netherfield. Le voisinage, trop proche de Mrs. Bennet et des commérages de Meryton, vinrent à bout même du caractère conciliant de Bingley et du cœur affectueux de la jeune femme. Le vœu de Miss Bingley et de Mrs. Hurst fut alors accompli. Leur frère acheta une propriété toute proche du Derbyshire, et Jane et Elizabeth
outre tant d'autres satisfactions, eurent celle de se trouver seulement à 30 miles l'une de l'autre. Kitty, pour son plus grand avantage, passa désormais la majeure partie de son temps auprès de ses sœurs aînées. En si bonne société, elle fit de rapides progrès, et soustraite à l'influence de Lydia, devint moins ombrageuse, moins frivole et plus cultivée. Ses sœurs veillèrent à ce qu'elle fréquentât Mrs. Wickham le moins possible, et bien que celle-ci l'engageât souvent à venir la voir en lui promettant force bals et prétendants, Mr. Bennet ne permit jamais à Kitty de se rendre à ses invitations. Mary fut donc la seule des 5 demoiselles Bennet qui demeura au foyer, mais elle dut négliger ses chères études à cause de l'impossibilité où était sa mère de rester en tête-à-tête avec elle. Mary se trouva donc forcée de se mêler un peu plus au monde, comme cela ne l'empêchait pas de philosopher à tort et à travers, et que le voisinage de ses jolies sœurs ne l'obligeait plus à des comparaisons mortifiantes pour elle-même. Son père la soupçonna d'accepter sans regret cette nouvelle existence. Le mariage de Jane et d'Elizabeth n'amena aucun changement chez les Wickham. Le mari de Lydia supporta avec philosophie la pensée qu'Élisabeth devait maintenant connaître toute l'ingratitude de sa conduite et la fausseté de son caractère, qu'elle avait ignoré jusque-là, mais il garda malgré tout le secret espoir que Darcy pourrait être amené à l'aider dans sa carrière. C'était tout au moins ce que laissait entendre la lettre que Lydia envoya à sa sœur à l'occasion de ses fiançailles. « Ma chère Lizzie, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous aimez Mr. Darcy moitié autant que j'aime mon cher Wickham, vous serez très heureuse. C'est une grande satisfaction que de vous voir devenir si riche. Et quand vous n'aurez rien de mieux à faire, j'espère que vous penserez à nous. Je suis sûr que mon mari apprécierait beaucoup une charge à la cour, et vous savez que nos moyens ne nous permettent guère de vivre sans un petit appoint. N'importe quelle situation de 300 ou 400 livres serait la bienvenue. Mais je vous en prie, ne vous croyez pas obligé d'en parler à Mr. Darcy si cela vous ennuie. À vous bien affectueusement. » Comme il se trouvait justement que cela ennuyait beaucoup Élisabeth, elle s'efforça en répondant à Lydia de mettre un terme définitif à toute sollicitation de ce genre. Mais par la suite, elle ne laissa pas d'envoyer à sa jeune sœur les petites sommes qu'elle pouvait prélever sur ses dépenses personnelles. Elle avait toujours été persuadée que les modestes ressources du ménage Wickham seraient insuffisantes entre les mains de 2 êtres aussi prodigues et aussi insouciants de l'avenir. À chacun de leurs changements de garnison, elle ou Jane se voyaient mises à contribution pour payer leurs créanciers. Même lorsque, la paix ayant été conclue, ils purent avoir une résidence fixe, ils continuèrent leur vie désordonnée, toujours à la recherche d'une situation, et toujours dépensant plus que leurs revenus. L'affection de Wickham pour sa femme se mua bientôt en indifférence. Lydia, elle, lui demeura attachée un peu plus longtemps, et, en dépit de sa jeunesse et de la liberté de ses manières, sa réputation ne donna plus sujet à la critique. Quoique Darcy ne pût consentir à recevoir Wickham à Pemberley, à cause d'Élisabeth, il s'occupa de son avancement. Lydia venait parfois les voir, lorsque son mari allait se distraire à Londres ou à Bath. Mais, chez les Bingley, tous deux firent de si fréquents et si longs séjours, que Bingley finit par se lasser et alla même jusqu'à envisager la possibilité de leur suggérer qu'il ferait bien de s'en aller. Miss Bingley fut très mortifiée par le mariage de Darcy, mais pour ne pas se fermer la porte de Pemberley, elle dissimula sa déception, se montra plus affectueuse que jamais pour Georgiana, presque aussi empressée près de Darcy, et liquida tout son arriéré de politesse vis-à-vis d'Élisabeth. Georgiana vécut dès lors à Pemberley, et son intimité avec Élisabeth fut aussi complète que Darcy l'avait rêvé. Georgiana avait la plus grande admiration pour sa belle-sœur, quoique au début elle fût presque choquée de la manière enjouée et familière dont celle-ci parlait à son mari. Ce frère aîné, qui lui avait toujours inspiré un respect touchant à la crainte, elle le voyait maintenant taquiner sans façon. Elle comprit peu à peu qu'une jeune femme peut prendre avec son mari des libertés qu'un frère ne permet pas toujours à une sœur de 10 ans plus jeune que lui. Lady Catherine fut indignée du mariage de son neveu. Comme elle donna libre cours à sa franchise dans sa réponse à la lettre qui le lui annonçait, elle s'exprima en termes si blessants, spécialement à l'égard d'Élisabeth, que tout rapport cessa pour un temps entre Rosings et Pemberley. Mais à la longue, sous l'influence d'Élisabeth, Darcy consentit à oublier son déplaisir et à chercher un rapprochement. Après quelques résistances de la part de Lady Catherine, le ressentiment de celle-ci finit par céder, et, que ce fût par affection pour son neveu ou par curiosité de voir comment sa femme se comportait, elle condescendit à venir à Pemberley, bien que ces lieux eussent été profanés, non seulement par la présence d'une telle châtelaine, mais encore par les visites de ses oncles et tantes de la cité. Les habitants de Pemberley
restèrent avec les Gardiner dans les termes les plus intimes. Darcy, aussi bien que sa femme, éprouvait pour eux une affection réelle, et tous deux conservèrent toujours la plus vive reconnaissance pour ceux qui, en amenant Elizabeth en Derbyshire, avaient joué entre eux le rôle providentiel de trait d'union. Et c'est la fin du roman Orgueil et préjugés, écrit par Jane Austen. Je vois sur la dernière page un tout petit texte, alors je ne sais pas si c'est Jane Austen qui l'a écrit, mais j'imagine, qui dit « À la suggestion d'un amateur de gelée d'azérol et pour le plaisir d'une autre Jane ». Donc bon, j'imagine que c'est Jane Austen qui a écrit ça, pour justifier l'écriture de son roman. Bref, c'est la fin d'Orgueil et Préjugés, c'est la fin du live. Nous passons à l'outro, chers amis. Ok. Bon, les 2 derniers chapitres sont vraiment plus anecdotiques. C'est souvent le cas, je trouve, dans une œuvre. Souvent, les tout derniers chapitres, c'est vraiment le moment retour à une situation calme, finale, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est souvent voici la conclusion. Et puis c'est un peu plan-plan, quoi. Même si j'apprécie assez le ton donné à cette conclusion, qui ressemble vachement au genre de conclusion qu'on pourrait avoir à la fin d'un film. Vous savez, ces moments à la fin d'un film où on vous dit machin est devenu tel truc et a fait ceci de sa vie et tout. C'est beaucoup fait aussi dans les documentaires, par exemple. Donc je trouve qu'il y a beaucoup ce ton-là de machin est devenu nanana, machin est devenu nanana. Donc c'est marrant. Le ton est un peu léger, un peu humoristique, encore une fois, sur ces derniers chapitres. Et encore une fois, on a notre happy end. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bah, y a pas de souci, Dak. Et du coup, merci pour ton retour. Et pas de souci, bonne nuit à toi, Saradro. Et merci pour ton retour également, Algo, ça fait plaisir. J'espère que vous vous endormez pas trop quand même sur mes lectures. Vous avez le droit de vous endormir, mais je pourrais le prendre mal. Bien, c'en est fini de cette œuvre. Maintenant que c'en est fini, bon, j'ai déjà donné mon avis maintes et maintes fois au final. Mais maintenant que c'est fini, si je devais à l'heure actuelle le situer sur mes tier lists, sachant que souvent j'aime mieux parler d'une œuvre à froid qu'à chaud en vérité. Parce que parfois mon avis peut se préciser ou changer, ou bien je peux oublier des choses, et si j'oublie complètement une œuvre en général, c'est que je ne l'ai pas beaucoup appréciée en fait. Euh, Là comme ça à chaud, je pense que je le mettrais dans le haut du sympa ou dans le bas du très bien. Je pense pas que j'irai à génial. J'en suis pas là personnellement. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Je suis très content d'avoir découvert cette œuvre. Par contre, je me dis que là, je rappelle, on s'était rendu compte que la version que je vous ai lue, c'est une version à laquelle il manquait des passages, qu'il y avait eu des passages qui avaient été découpés. Donc je me dis que là, on a fait 366 pages, je crois, un truc comme ça, 370 même. Si on avait lu la version, je crois, à 600 pages, 500-600 pages, je pense, et je le dis honnêtement, je pense que je me serais fait chier. Donc là, j'ai bien apprécié la lecture. Fallait pas que ça dure plus pour moi. Fallait vraiment pas que ça dure plus pour moi. Alors après, je suis peut-être mauvaise langue, je peux pas juger de quelque chose que j'ai pas lu. Si ça se trouve, la version longue, la version complète, intégrale, vaut le coup et a aussi ses manières de nous tenir en haleine. Mais franchement, si je suis honnête, c'est quand même pas le genre d'histoire que je préfère. C'est pas le genre d'histoire qui font battre mon cœur à fond. Donc je pense que vraiment, il y aurait eu un risque que je me sois ennuyé sur une version plus longue de cette œuvre. Mais là, j'ai bien kiffé. Je suis content d'avoir découvert. C'est quelque chose qui manquait vraiment à ma culture
Orgueil et préjugés, Jane Austen, c'est quand même des monuments de la littérature, des monuments de la littérature féminine, des monuments de la littérature britannique. Donc voilà, c'est un peu un incontournable qui a été maintes et maintes fois adapté en film, en série, etc. Je pense que, dans tous les cas, c'est un truc pas mal à ajouter à sa besace. Donc non, je suis très 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 heureux d'avoir eu cette expérience. Euh, et je ne serais pas contre, je pense, de relire du Jane Austen dans ma vie. Je pense vraiment que ça serait possible. Mais voilà, je crois qu'il y a Raison et Sentiment, si je dis pas de bêtises, comme autre œuvre. Il doit y avoir aussi Emma, je suis pas sûr de moi là, mais il me semble. Euh, Ouais, non, franchement, sincèrement, j'ai un peu rien de plus à ajouter, hein. Ça a été une bonne expérience. Ça a été une bonne expérience. Maintenant, j'ai hâte de passer à autre chose, je vous avoue. Euh, Alors, Dak, c'est les personnes qui se disent au revoir à ses potes pendant un quart d'heure à la fin du Seigneur des Anneaux. C'est vrai qu'il y a un peu de ce genre de scène aussi, ouais. Et je suis d'accord avec toi, ça aurait été de la dentelle, de dentelle, de dentelle. Bien, comme je le disais, je suis impatient de passer à autre chose. Pour l'heure, si vous me regardez en rediffusion, si vous avez apprécié ma lecture d'Orgueil et Préjugés, n'hésitez pas à le faire savoir par un like. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre dès la semaine prochaine pour une nouvelle lecture, puisque semaine prochaine, je vous le répète, on entame mardi et vendredi à 21h 1 personne et 100 000 par Luigi Pirandello. Nous lirons également, à partir de la semaine suivante, une deuxième œuvre en parallèle le dimanche, et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit les poésies de Mallarmé, peut-être les contes nocturnes d'Hoffmann. En tout cas, les contes nocturnes d'Hoffmann viendront pas longtemps après, si c'est pas dans 2 semaines. Voilà, voilou. Et la semaine prochaine, on se retrouve donc dimanche aussi pour ma bibliothèque de la lettre C à nous verrons bien. Voilà, voilou. Comme ça, je vous ai déjà donné en exclu le programme de la semaine prochaine. Avant même de le mettre sur les réseaux, vous êtes des privilégiés de fou. Et du coup, les titres se ressemblent un peu. Oui, 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 carrément, Dak, carrément. On m'avait dit que, grosso modo, les titres, c'était les principaux défauts des personnages. Donc Orgueil et Préjugés, là, on l'a bien vu. On l'a bien vu qu'il y avait de l'orgueil et des préjugés dans les personnages, et c'était ultra intéressant de voir comment ils se déconstruisent eux-mêmes, entre guillemets, et à quel point ils se rendent compte de leurs propres bêtises. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Bref, je suis en train de clamser, j'ai trop chaud, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente nuit, merci d'être passé, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux horizons livresques, et bye bye!